Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Donc c'est un webinaire qu'on a pensé en deux temps. On va commencer par aborder les résultats de notre étude de 2024 sur les mesures en faveur de l'innovation et on va ensuite montrer comment ces mesures elles sont impactées par les modifications qui ont été introduites par le PLF en 2025. Voici en détail le sommaire de ce qu'on va aborder. J'en profite aussi pour me présenter. Je suis Laure Lapinsonnière, manager chez Sogedev. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne les entreprises de toute taille, de tout secteur, dans l'obtention de financement pour leurs projets de recherche. Je fais partie aussi du groupe de travail qui a élaboré le questionnaire qui a servi à l'enquête. Et j'ai aussi participé à l'analyse des résultats et à leur restitution sous la forme de l'observatoire. Je suis accompagnée par Clémence, que je laisse se présenter. Merci Laure. Je suis experte en financement public de l'innovation. J'ai une expérience de plus de 13 ans dans l'accompagnement d'entreprises pour l'obtention d'aides, qu'elles soient fiscales ou non, pour leurs projets de recherche et innovation. Et je suis notamment en charge de la veille juridique sur les aides fiscales à l'innovation. Aujourd'hui, nous allons aborder avec moi, après la présentation de Laure, l'impact que peut avoir la loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, avec quelques recommandations suite à ces modifications. Et je laisse de nouveau la parole à Laure. Classiquement, on aborde les questions à la fin du webinaire. Avec Clémence, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire une partie des questions entre nos deux sujets. Donc, n'hésitez pas à les poster. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'enquête innovation, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête qu'on mène de manière annuelle en partenariat avec le comité Richelieu et on a été rejoint l'année dernière par le MEDEF. L'idée, c'est d'aller faire une étude de terrain qui va permettre à la fois de sensibiliser tous les acteurs de l'écosystème innovant sur les dispositifs qui leur permettent de soutenir leurs projets de recherche et ça nous permet aussi de comprendre comment ces dispositifs ils sont utilisés et quelles sont les voies d'amélioration. C'est des choses qu'on remonte au pouvoir public pour améliorer justement ces dispositifs. Cette année, on le voit, on a une forte participation encore. On a plus de 600 répondants, donc une majorité de PME et de start-up, comme on le voit, 10% quand même de TI. Ils sont représentatifs de tout secteur et de toute région, de toutes les régions en France. On a quand même une forte participation effectivement de sociétés en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'âge moyen des sociétés qu'on a interrogées, c'est 25 ans. Donc le questionnaire, il aborde de manière très large tous les dispositifs qui sont en place. Moi ici, pour ce webinaire, j'ai décidé de me concentrer sur les dispositifs historiques et les dispositifs structurants, donc qui sont le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, le statut jeune entreprise innovante et aussi les aides non fiscales principalement octroyées par BPI France, parce que ça va faire écho aussi à ce que va présenter dans une seconde partie Clémence. En rentrant dans le vif du sujet, pour le crédit impôt recherche, alors ce crédit d'impôt, on sait que c'est, on va dire, un des plus populaires, une des mesures les plus populaires. On sait que c'est la mesure la plus généreuse en Europe et que elle a servi d'inspiration pour des dispositifs dans d'autres pays européens. Sa popularité, on le voit parce qu'il y a quand même 20 000, enfin quasiment 20 000 déclarants, donc une majorité assez écrasante de PME quand on regarde les chiffres officiels de 2021. On le voit aussi parce que les créances auprès de l'État, elles augmentent chaque année. Elles ont atteint en 2021 6,8 milliards d'euros. En 2024, dans notre enquête, on observe encore ce phénomène. Le nombre de bénéficiaires, il est en augmentation. On a plus de 57% de nos répondants qui disent bénéficier du CIR. Alors ça va être en plus en majorité des personnes qui le demandent de manière récurrente. Si on regarde, il y a 43% qui le demandent depuis plus de 4 ans maintenant. On sait qu'en majorité, c'est des créances qui ne dépassent pas 100 000 euros.
Elles sont demandées en majorité en remboursement immédiat, même si cette année, on note que ceux qui le demandent en imputation, ils sont en légère augmentation par rapport à l'année dernière, et on a 35% qui le demandent de cette manière-là, qui en bénéficient de cette façon-là. Quelque chose qui est constant depuis plusieurs années, c'est la façon, enfin les bénéfices que tirent les bénéficiaires du CIR de ces créances. Ils déclarent que il y a trois avantages principaux au CIR. Ça leur permet à la fois d'investir sur des projets de R&D de manière plus intense, à 27%. Ça leur permet aussi de maintenir leur personnel, 22%, et ça leur permet de recruter davantage de personnel de R&D. Ce qu'on constate aussi maintenant du côté des personnes qui ne bénéficient pas, pardon, du crédit impôt recherche, c'est que à 35%, ils ne l'utilisent pas parce qu'ils sont pas éligibles au CIR. C'est une raison tout à fait valable de pas l'utiliser. Ce qui nous interpelle un peu plus, c'est qu'il y a quand même 27% qui déclarent ne pas en bénéficier parce qu'ils manquent de temps ou de ressources pour gérer un potentiel CIR. C'est en forte augmentation. L'année dernière, ils étaient que 18% à donner ces raisons-là. Et en même temps, ça nous paraît cohérent parce qu'on voit que les exigences, pardon, de l'administration fiscale, elles augmentent d'année en année, hein, que ce soit sur la définition des critères d'éligibilité des travaux ou que ce soit en lien avec la justification qui est requise en contrôle fiscal. C'est d'ailleurs parmi les principaux sujets qui sont remontés comme critères d'amélioration. Les années précédentes, on était surtout sur des demandes sur le délai maximal de remboursement du crédit impôt recherche. Là, on voit que les sujets sur les contrôles, ils prennent de plus en plus de place. On voit que la clarification de la définition des travaux, elle revient beaucoup. La définition de la justification également, et il y a aussi la demande systématique de débats contradictoires face à un expert quand on a un avis défavorable qui revient. Donc il y a une certaine préoccupation qu'on remarque, nous, sur le crédit impôt recherche. On se rend compte aussi que les contrôles, c'est ce qu'on voit sur le terrain, et qu'on voit aussi au travers de l'enquête, c'est que les contrôles fiscaux ont beaucoup augmenté cette année. On a 41% de nos répondants qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal. Ils étaient 24% sur l'étude de 2023. Donc, si on regarde maintenant du côté du crédit impôt innovation, donc cette mesure, elle est plus jeune que le crédit impôt recherche. C'est une mesure qui date de 2013, alors que le crédit impôt recherche date de 1983. On se rend compte qu'il y a moins de bénéficiaires et des créances qui sont plus faibles. Ça, structurellement, ça s'explique parce que le crédit impôt innovation, il a été ciblé sur des PME et qu'il est plafonné, hein, contrairement au CIR. Dans notre enquête de 2024, on se rend compte que ça reste une mesure qui est assez populaire. 65% de nos répondants y connaissent le C2I. Il y en a un peu plus qui en bénéficient par rapport à notre enquête de 2023. On note que 32% des répondants en bénéficient, et en majorité pour des montants de créances qui sont inférieurs à 30 000 euros. On a 24% qui l'utilisent en complément au CIR, et on sent que par ça, le crédit impôt et innovation, il a quand même atteint sa cible qui est, enfin, en tout cas, sa cible, parce qu'il va permettre de valoriser des projets de manière un peu plus large que ce que fait le crédit impôt recherche. Et on regarde maintenant le crédit impôt, le statut jeune entreprise innovante, pardon. Donc c'est un statut qui permet de bénéficier d'exonérations fiscales et d'exonérations de charges patronales sous un certain nombre de conditions, en majorité des conditions qui sont liées à l'âge de l'entreprise et à son taux d'investissement sur des projets de recherche. Officiellement, depuis sa création, il y a 9000 bénéficiaires et 1,5 milliard d'euros d'exonérations qui ont été octroyées. On voit que la majorité des sociétés qui bénéficient de ce statut, elles ont effectivement moins de 20 salariés, hein, c'est ce qui s'explique aussi par le critère d'âge. Nous, dans notre enquête, ce qu'on note, c'est une augmentation assez forte
de la notoriété du dispositif, parce qu'en 2024, il y a 83% des répondants qui connaissent ce dispositif. 33% qui en bénéficient, on va dire que c'est du même niveau que ce qu'on voyait en 2023. En fait, la notoriété, nous, on l'explique par le fait qu'entre 2023 et 2024, il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été notamment portées par le député Paul Midi et ça a pas mal été communiqué sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que ce statut, il est aujourd'hui un peu plus connu. Et d'ailleurs, ce qui est aussi frappant dans notre enquête de 2024, c'est que les nouveautés qui ont été introduites, eh ben, elles sont connues, les nouveautés sur le statut JAI. Ce qui est aussi important à remarquer, c'est que pour ce statut, 90% de nos répondants estiment que c'est un impact significatif sur leur activité. Donc c'est un statut qui est assez ciblé, mais qui est très très efficace pour, euh, pour la recherche. Maintenant, si on va au-delà des aides fiscales, on va dire, et qu'on regarde les aides qui sont proposées par des guichets comme celui de BPI France, on se rend compte que pour BPI France, c'est pareil, ce sont des guichets qui sont très connus et très demandés. On a 59% des personnes qu'on a interrogées qui ont déjà bénéficié des services de BPI France, et quand on regarde en détail, on se rend compte que en majorité, c'est pour des sujets de recherche. On voit 32% de subventions à l'avance remboursable pour des projets de recherche et 29% pour des prêts R&D. Il y a seulement 13% de répondants qui ne connaissent pas les services proposés par BPI France. Quand on regarde maintenant sur les guichets régionaux, les résultats ils sont un peu plus mitigés dans le sens où on a quand même 70% des répondants qui ne connaissent pas ces dispositifs. Par contre, ceux qui en bénéficient, ils sont unanimes. Ils sont très très satisfaits de ces appuis et du fait que ce soit des appuis un peu de proximité. Parmi les freins qu'on note aussi dans l'accès à ces aides, il y a à la fois la peur de la complexité du dossier qui a monté. On note aussi le fait qu'il faut des fonds propres, hein, c'est une des conditions sine qua non pour y avoir accès. Et surtout, ce qui est aussi frappant, c'est l'adéquation, le ciblage de ces aides par rapport au projet des sociétés. Finalement, quand on regarde les résultats de notre enquête, on se rend compte que la politique publique qui est menée en faveur de l'innovation, eh ben, elle trouve son public. C'est des aides qui aident très fortement les projets de recherche, ce qui est tout à fait bien, hein, parce on sait tous que la recherche et l'innovation, c'est ce qui porte une grande partie de l'économie, hein. Ça permet d'aller acquérir de nouveaux marchés. Ça nous permet aussi d'avoir accès à des technologies qui sont critiques. On sait aussi que c'est très difficile de modeler des mesures qui sont efficaces, notamment dans le contexte dans lequel on est ou dans le contexte économique dans lequel on est, et avec les contraintes budgétaires qu'on a. Et c'est ce qui a un peu modelé aussi, parce qu'on a vu les débats sur le PLF de 2025, et c'est les sujets qu'on va aborder par la suite. Je vous propose, si vous en avez, de me remonter des questions, et s'il n'y en a pas, eh ben on peut poursuivre avec les nouveautés du PLF et du PLF Sécurité sociale 2025. J'attends un peu pour les questions. Alors Clémence, tu me dis, je suis pas sûre de voir si on en a qui arrivent. Je ne vois pas de questions dans l'immédiat. On Donc peut, voilà, je vous propose aussi pour ma part donc d'aborder le sujet suivant. De fait, les questions viennent en tête sur les deux sujets, parce que vous allez voir que la suite de la présentation, justement, confirme les problématiques budgétaires dont on leur parlait.
Aujourd'hui, moi, j'aborde de mon côté la loi de finances et de financement de la sécurité sociale 2025. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les aides à l'innovation, ce qu'on n'avait pas observé depuis plusieurs années. Notamment, vous allez tous constater que finalement, autant les sénateurs que les députés ont suivi les recommandations du rapport que l'IGF avait publié à l'été 2024. Notamment, le CIR va être plus restreint avec des frais de personnel réduits. Alors, une baisse des frais de fonctionnement à 40% au lieu de 43% précédemment, ce qui n'est pas non plus une baisse significative. En revanche, et c'est peut-être ce que vous avez pu suivre à l'occasion de différents échanges sur LinkedIn et débats sur le sujet sur les réseaux et par ailleurs, il y a la suppression du statut jeune docteur qui fait grand bruit. Il y a plusieurs pétitions qui visent à le réintroduire justement potentiellement soit via un décret, soit via la loi de finances rectificative qui devrait être abordée dès cet été. Par ailleurs, on a les frais de brevet et de veille qui sont supprimés aussi, tout simplement. Ensuite, une définition un petit peu plus large des aides publiques qui en fait reprend la conclusion de la décision du Conseil d'État qui concernait le FCBA et qui avait été publiée à l'été 2023, à savoir que toute aide versée par des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public seront à déduire du CIR. C'est pour intégrer ce qu'on appelle des faunés qui travaillent, alors c'est une expression qui désigne les structures qui travaillent pour le compte d'autres structures, notamment pour l'État. On pourrait citer BPI France SA évidemment, c'est déjà le cas où tout le monde déduit les aides de BPI SA, mais aussi les aides par exemple d'organismes interprofessionnels, on pourrait citer par exemple Citeo. Les questions qui vont arriver bientôt. Si ça vous dérange pas, j'aborderai les questions vers la fin. Ensuite, à noter que ces dispositions vont s'appliquer. Alors là, c'est une curiosité. On n'a pas l'habitude. Elles vont s'appliquer à compter du 15 février 2025, c'est-à-dire qu'on va garder les précédentes modalités de valorisation du CIR du 1er janvier 2025 au 14 février, et ensuite appliquer les modalités, donc avec la suppression du jeune docteur, les frais de fonctionnement à 40%, plus de dépenses de brevets de veille à partir du 15 février, ce qui va impliquer deux calculs, et donc c'était déjà un sujet qui est lourdement abordé dans les décisions de justice depuis la décision Publicis en 2021, mais là qui va reprendre encore un regain d'importance, c'est de mettre en place des vrais suivis de temps détaillés. Sur la slide suivante, on aborde du coup, je veux bien que tu me passes la slide suivante s'il te plaît Laure, les autres crédits d'impôt. Donc crédit d'impôt innovation, il est maintenu, il a été plébiscité autant par les députés que par les sénateurs, aussi bien pendant les échanges qu'il y a eu fin 2024 que sur les échanges qu'il y a eu début 2025. Il est donc prorogé jusqu'au 31/12/2027. Pour info, il devait potentiellement arriver à échéance tout juste là. Par contre, il est maintenu avec un taux de 20% au lieu de 30 dépenses des dépenses engagées pour les C2I qui seront déterminés à partir de 2025. Pareil, les statuts jeunes entreprises innovantes, avantages compétitifs pérennisés encore une fois, mais aussi aménagés. Les exonérations sociales seront donc maintenues, mais avec un volume de dépenses de R&D qui passe à 20% au lieu de 15%. Le crédit d'impôt collection et le crédit d'impôt jubilance sont tous les deux prorogés. Il y a eu une forte défense des acteurs clés de ces différents secteurs. À noter pour le crédit d'impôt collection, c'est un petit peu passé inaperçu. Pourtant, le plafond des aides de minimis est passé à 300 000 euros à partir du 1er janvier 2024. Et ensuite, la petite subtilité pour les J8, c'est que les dépenses de R&D seront effectivement alignées aux nouvelles modalités de dépenses de R&D CIR à partir du 15 février. Et pour le critère de volume de dépenses de R&D, a priori, on devrait l'appliquer pour les exercices clos à compter du 1er mars 2025.
Pour ces dispositifs-là, il y a pas, donc on a un maintien au-delà de ce qu'on pensait. Et pour les dispositifs récents, merci Laure, comme l'IP Box, le crédit d'impôt investissement dans l'industrie verte et le crédit d'impôt recherche collaboratif, ils sont très très récents. Donc pour le moment, ils n'ont pas encore été touchés d'une quelque façon que ce soit. Enfin, dispositif France 2030. Les crédits, on était tous en attente de l'ouverture des crédits pour justement les nouveaux lancements d'appels à projets, notamment le concours iLab. En fait, comme la loi de finances, elle a aussi pour vocation de rouvrir les lignes de crédit tous les ans pour France 2030. C'est pour ça qu'il y a eu du retard sur certains appels à projets. Donc, il y a une baisse des crédits par rapport du budget 2025 par rapport aux années précédentes, une baisse de 30%. Le budget général de France 2030 n'est pas touché. Ce qui est curieux avec ce dispositif-là, c'est qu'on a une grande enveloppe pluriannuelle et ensuite des lignes de crédit qui sont votées tous les ans via les lois de finances. Donc cette année, elle a un peu diminué. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, elle sera encore baissée. Mais ça a pour conséquence un retard de l'ouverture de certains appels à projets, comme je l'ai dit, notamment iLab par exemple, et certaines enveloppes qui vont être réduites, notamment le fonds chaleur. Maintenant, c'est typiquement des dispositifs dans lesquels on peut justement faire valoir les dépenses de propriété intellectuelle au sens large, notamment un peu en compensation des la nouvelle loi de finances pour 2025. Et enfin, au niveau des impacts concrètement, très clairement, ça va être les deep tech et les biotech si je me limite notamment au périmètre du CIR, hein. Là, dans mon estimation, je me suis basée sur le CIR uniquement. J'ai pas intégré la possibilité de déclarer du C2I, puisque sinon les ETI sont pas dans le scope. J'ai pas non plus intégré le JUI et les évolutions du JUI, parce que c'est pareil, je suis sur des entreprises, là, les exemples que je vous cite, c'est des durées d'existence d'entreprise qui vont au-delà du statut genre d'entreprise innovante. Mais clairement, les estimations que je vous montre là, bien évidemment, ce sont des illustrations, n'ont pas vocation à s'appliquer à votre cas, à vous en particulier, et elles pourraient pas refléter des moyennes en général, mais c'est des éléments qu'on a pu constater sur certaines typologies d'entreprises qu'on a chez nous. Les deep tech et les biotech risquent d'être les plus impactés par l'évolution de la loi de finances 2025, notamment la suppression du statut de jeune docteur et des brevets, puisque c'est des entreprises qui ont des dépenses de jeunes docteurs et de brevets très élevées. Donc là, on pourrait observer des impacts qui pourraient aller jusqu'à presque 20% de baisse. Les PME industrielles et les ETI technologiques aussi vont connaître une baisse assez significative. Elles ont certes des jeunes docteurs, mais aussi du brevet, de la veille, des fois un peu de normalisation aussi, qui lui est un poste de dépense qui a été maintenu contre toute attente, avec un impact qui pourrait aller jusqu'à 8-9%. Et enfin, les sociétés qui seront probablement le moins impactées par ces évolutions seront les sociétés de services, à tout le moins caractérisées par la présence uniquement de frais de dépenses de personnel, ingénieurs et techniciens dans leur CIR, avec une baisse qui serait due uniquement à la baisse des frais de fonctionnement à 40%. Ensuite, on sait qu'en passant le critère de volume de dépenses de R&D du JI à 20% au lieu de 15%, certaines JI, notamment celles qui ont plus de 5 ans, qui commençaient à avoir une certaine maturité, risquent potentiellement de sortir du dispositif jeune entreprise innovante. Maintenant, la perte des exonérations sociales pourra se traduire par une légère compensation au niveau du crédit d'impôt recherche, puisqu'il faudra réintégrer ces charges dans l'assiette des dépenses du CIR correspondant. Et enfin, quelques recommandations pour la fin. Je dirais de faire très attention en suivant les recommandations et notamment l'évolution du CIR 2025, qui va être un petit peu curieux cette année puisqu'on aura presque 2 calculs à faire sur l'année civile. Évidemment, caractériser les besoins et les verrous sont importants. La bibliographie, tout sourcer, tracer, justifier vos travaux, les dépenses associées,
suivre les temps précisément, idéalement par contribution ou étape de projet, grande étape de projet. L'autre intérêt d'aborder de mettre en place des outils de traçabilité et de suivi précis du temps, c'est que vous améliorez forcément la conformité de la justification pour le CIR et le C2I, mais pas seulement, ça vous donne aussi des indicateurs structurants pour vous projeter plus facilement pour aller chercher d'autres types de financement, notamment ceux des pays France que l'on a abordé tout à l'heure, qui sont quand même des éléments plébiscités par les jeunes structures, mais aussi des dispositifs de l'ADEME qui sur les sujets plus développement orientés développement durable. Et enfin, pourquoi pas aller chercher même des aides européennes quand vous êtes sur des projets vraiment de rupture et avec un fort potentiel de croissance économique associé. Voilà pour ma part aujourd'hui. J'ai abordé rapidement tous ces sujets-là. Je vous propose maintenant, parce que je vois que les questions sont en train de dérouler sur le côté, je vais vous proposer d'aborder les questions que vous avez posées. Donc, je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels elles se sont présentées, hein, pour éviter tout souci. Pour le CEDUSI, 20% des dépenses engagées pour tous les projets, y compris ceux qui avaient été déjà déclarés du C2I les années précédentes. Alors, faut faire attention, effectivement, on va passer à 20% au lieu de 30% pour les dépenses et donc les projets éventuellement qui se poursuivent à partir du 1er janvier 2025. Sur la poursuite de projet, il faut faire attention puisque ça peut potentiellement être lié à du versionning, donc de la version successive sur des développements pluriannuels. Et ça, la jurisprudence est assez sévère sur ces sujets-là, donc à faire attention. Mais oui, ça veut dire un potentiel de financement différent sur un même projet en fonction de l'année, ça je suis d'accord. Et ensuite, attention aussi sur les années précédentes, si vous n'aviez pas de prototype, parce que si, mettons, l'administration vous contrôle dès à présent, sans prototype, la démonstration de la supériorité risque d'être compromise. En 2025, le statut de jeune docteur s'applique du 1er janvier au 14 février 2025. Oui, et à partir du 15 février, pour faire le parallèle, si vous vous souvenez avec la fin du doublement de la sous-traitance publique, effectivement, c'est à partir du 1er janvier 2022 où on ne pouvait plus doubler les frais de sous-traitance publique, même si le contrat avait été signé au préalable. On risque d'être dans le même cas de figure pour le jeune docteur, même un jeune docteur que vous avez recruté courant 2024. Les 24 mois ne seront pas terminés au 15 février, mais vous ne pourrez plus doubler et associer le forfait de 100% à partir du 15 février, en effet. Oui, bah on se rend compte effectivement que les calculs de 2025 ils risquent d'être un peu compliqués à faire. C'est pour ça, là, le suivi de temps, il va être indispensable parce qu'effectivement, vous risquez de vous retrouver dans la situation où il y aura une première modalité de calcul avec encore du jeune docteur, effectivement, du 1er janvier au 14 février et valorisé en tant que salarié simple après. Donc, effectivement, ça risque d'être important. Suppression des dépenses de veille technologie, est-ce que cela signifie que le temps de congrès et veille technologie ne sera plus éligible? Il faut donc changer nos outils de traçabilité des temps et supprimer les temps des congrès. Effectivement, ces temps-là, relevant de la veille technologique, je suis d'accord, il faudra effectivement les sortir. Le mieux, c'est de l'associer encore à des temps de... Vous pouvez les garder dans vos suivis de temps. Simplement, cette partie-là de votre temps ne sera plus valorisable dans le CIR, malheureusement, notamment en tant que frais de veille. De veille. Tout à fait. Hop, alors attendez. Quelle est la date limite pour déposer un dossier C2I sur un projet traité en 2024? Alors, si c'est sur l'année civile 2024, tout dépend de votre date de clôture. Si on imagine une clôture d'exercice au 31/12, vous allez avoir jusqu'au 15 mai 2025 pour le déclarer. Modulo quelques jours avec les procédures de télédéclaration. Mais on va se caler, je vais me caler sur les dates théoriques là, ce sera plus simple. Et évidemment, ça peut être plus tard si vous avez des exercices décalés. Puisque sur un exercice, on prend l'année civile au titre de laquelle le 31/12 est inclus dans l'exercice. Donc si on a un exercice qui va par exemple du 1er mars au
28 février, ce qui paraît plus probable, 2025, on aura quand Pareil. même du 2024. Voilà. Euh, les années précédentes, suppression. Alors, en 2025, oui, encore. Alors, le statut jeune docteur. Frais de normalisation et de suivi de ces comités after CN, BN, PPP. Alors, j'imagine que les questions, c'est de savoir s'ils sont maintenus. Oui, ils sont maintenus. Le rapport de l'IGF avait proposé de supprimer les dépenses de normalisation. C'est peut-être la seule recommandation, effectivement, que les sénateurs et les députés n'ont pas retenue dans la loi de finances pour 2025. Par contre, pareil, il faut bien tracer ces éléments-là. Donc, les frais de normalisation sont maintenus dans le CIR en 2025, tout à fait. Je vais me noter aussi, hop, les réponses. Le jeune docteur, alors la question sur le jeune docteur a été abordée assez souvent, j'ai l'impression. Non, c'est encore la normalisation. Y a-t-il eu des clarifications sur le CIR pour définir exactement ce qui constitue de la R&D? Alors, je dirais que depuis 2021 et l'évolution des BOI en juillet 2021, très clairement, c'est le manuel de Frascati qui aide à définir la R&D. D'ailleurs, c'est aussi ce manuel-là qui aide à définir la R&D dans d'autres pays de l'OCDE, notamment en Allemagne, au Portugal, en Italie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 5 critères à respecter pour rappel: l'incertitude scientifique, le critère de nouveauté d'un point de vue scientifique par rapport à un état de l'art, le critère de créativité, là c'est dans la démarche de résolution, dans l'originalité de la réponse apportée, le critère de systématisation, celui-là, lui tout seul, justifie toutes les recommandations dont je vous ai parlé sur la traçabilité des dépenses, des temps et des travaux consignés. Et enfin, la transférabilité. Alors, c'est aussi lié un petit peu au suivi de projet et à la possibilité d'appliquer éventuellement les résultats dans des contextes connexes adjacents. Euh, Non, pour 2024, je suis d'accord. La question était, est-ce que nous sommes d'accord pour que la demande de CIR 2024, rien ne change? Effectivement, c'est pour les dépenses, tout ce que je vous ai présenté là. Ce sera pour les dépenses de R&D engagées à partir du 15 février 2025. Pour les dépenses engagées du 1er au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre 2024, on reste sur les modalités qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, frais de fonctionnement 43%, le statut de jeune docteur encore valable, les brevets et veille technologique, c'est encore possible. Voilà. Et le C2I est toujours à 30%. Quel avenir pour les jeunes docteurs qui vont sortir de leurs études? Quelles sont les chances que cette loi soit modifiée? Alors, très honnêtement, l'avenir, ça, là, on est dans le domaine des retombées socio-économiques sur lesquelles j'aurais du mal à avoir un avis tranché. C'est évidemment une mauvaise nouvelle, qu'on se le dise, et les chances que cette loi soit modifiée, j'aurais aucune idée des statistiques. Je sais que énormément de structures professionnelles cherchent à défendre le statut de jeune docteur. J'ai d'ailleurs, dans la présentation qui vous sera accessible par la suite, il y a le lien vers deux pétitions pour garder ce statut. L'association des conseils en innovation le défend aussi, la NRT aussi. Donc, il y a beaucoup d'organismes interprofessionnels qui défendent le maintien de ce statut et la révision de la loi, ou peut-être à l'occasion de la loi rectificative. Mais pour le moment, je m'abstiendrai d'émettre quelques chances que ça passe. J'espère, bien évidemment, Ouais. que le Si je me dispositif sera trompe pas, défendu. si je me trompe pas, c'était déjà des mesures qui avaient été discutées auparavant, hein, la suppression du statut jeune docteur, malheureusement, Tout à et fait, là, c'est acté pour 2025. tout à fait. Ça reste un sujet qui n'avait pas été tranché non plus, enfin sur lesquels les sénateurs et les députés étaient en désaccord profond. Bon, ils ont quand même suivi. On est à l'heure des restrictions budgétaires, donc j'imagine que ça fait partie des coupes. Est-ce que je vois d'autres questions? Ça 2024.
Alors, pour le coup, Clément, je peux pas t'aider parce que je les vois pas du tout, les questions. Non, mais je J'ai vois pas- qu'il y en a certaines. CIR et C2I peuvent-ils être cumulés pour une même dépense sur un projet de recherche innovant? Non, il est impossible de cumuler plusieurs financements, d'ailleurs, qu'ils soient fiscaux ou non, sur une même dépense. C'est ce qui explique aussi que les subventions avances remboursables ou prêts à taux zéro de BPI, de l'ADEME, de la région, qui financent des projets de R&D et d'innovation sur des périmètres de dépenses similaires à ceux qu'on met dans le CIR doivent être déduits de l'assiette du CIR et du C2I. On ne peut pas cumuler ces éléments-là. Par contre, sur un même projet, on peut cumuler différents dispositifs. Il faut juste que les phases soient bien ciblées. Donc, il y a des phases qui relèvent du crédit impôt recherche, il y a des phases qui relèvent du crédit impôt innovation, d'où aussi le besoin d'avoir un suivi de temps et un suivi de projet très carré. Oui, tout à fait. Donc souvent d'ailleurs l'idée c'est avoir du CIR sur les développements d'ordre scientifique et quand le projet avance et que l'incertitude est levée, mais qu'on part plutôt sur du prototypage de produits, on va peut-être plutôt valoriser du C2I sur ces phases-là. Si c'est pas du produit, on peut envisager l'immobilisation de la R&D aussi éventuellement. Si en plus il y a eu de la protection industrielle ultérieurement et que tout ça donne lieu à du CA, on peut aller regarder aussi l'IP Box. Autre question. Observez-vous une hausse en 2024 de startups d'e-tech ou à forte ambition technologique parmi vos clients vous sollicitant pour du CIR-C2I? Quel est le profil pour suivre ce montage de dossier? PhD, chef de projet, CEO, CTO. Une hausse 2024 des startups d'e-tech. Alors, la hausse, non, je l'ai pas observée. Qu'elles aient des besoins en financement supplémentaire, oui. Ça, par contre, c'est une réalité. Donc, c'est plutôt une hausse des demandes de financement sur des mêmes périmètres de start-up et d'e-tech, puisqu'on voit c'est difficile pour elles de lever des fonds. Les fonds, on voit que les levées de fonds ont pas mal baissé ces dernières années. Donc, elles sont à la recherche de fonds, autant privés que publics. Donc, c'est plutôt que je retrouve des profils qui ont des besoins de financement plus forts, et notamment quand on est dans la période de vallée de la mort. C'est plus difficile. Et le profil idéal pour suivre ce montage de dossier, alors pour moi, on a un mélange parce que en fait, il faut une équipe qui suit ce genre de projet, idéalement deux, trois personnes, la casquette technique scientifique. Donc évidemment, quand on est plutôt sur des phases de R&D fondamentales et appliquées, c'est sûr qu'un PhD est adapté, mais un ingénieur peut tout à fait l'être. Et sur la partie suivi, traçabilité et projection financière, il faut le DAF aussi associé, très clairement. La bonne combinaison, pour moi, les bons montages de dossiers, c'est la partie technique d'un côté et la partie financière de l'autre. Les deux vont ensemble. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Ensuite, alors attendez, j'essaie de reprendre les questions. Euh, hop, je retire certaines questions. Alors, non, mais on en a parlé. Je vois que existe-t-il un délai de 3 ans max pour le remboursement de CIR ou C2I lorsque la société n'est pas JUI? Alors, il y a deux catégories Alors, pour l'utilisation, qui est le remboursement, on a deux cas de figure. Soit on est une jeune entreprise innovante, une PME, une société en procédure collective, et on a le droit au remboursement anticipé de la créance de CIR, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre les 3 ans. Soit effectivement, quand on n'est ni une GI, ni une PME au sens communautaire, ni une société en procédure, ou une société nouvellement créée, on doit attendre, on va voir si on peut imputer le CIR sur le prochain exercice et encore le suivant. Et ensuite, effectivement, si on n'a pas pu imputer sur les deux exercices suivant la déclaration, on va demander le remboursement, effectivement. Donc, on n'est pas obligé d'être. Le remboursement anticipé n'est pas réservé qu'aux JEI. Il peut être accessible aux PME au sens communautaire qui peuvent bénéficier du C2I et aux sociétés en procédure.
Et je suis même pas exhaustive en vous disant, en vous citant ces entreprises, ces types d'entreprises. Est-ce que toutes ces nouvelles mesures présentées sont actées et définitives pour 2025? Alors a priori, oui, même si on espère encore qu'avec la loi de rectificative, on puisse revenir sur le statut de jeune docteur. Euh, les subventions à déduire dans la nouvelle définition qui semble floue intègrent-elles aussi des subventions non techniques, par exemple PME ou des aides locales? Non, c'est uniquement. Alors, le flou, en fait, c'est sur le type d'entreprise qui peut allouer des aides. Au début, on se concentrait, la définition parlait de structure publique. En vrai, elle a inclus la définition qui avait été donnée par la décision du CE de juillet 2023, qui est la notion d'entreprise peut-être privée, mais investie d'une mission publique et qui donc peut allouer des ressources de l'État. Maintenant, on reste, la déduction des aides ne concerne que les aides qui financent de la R&D ou l'innovation. PME finance un développement et des investissements qui sont pas liés directement à la R&D. C'est des investissements au sens large. Donc, a priori, en l'état de la définition, PME n'est pas à déduire du CIR ou du CELESI. Euh, Les frais de congrès et de veille technologique seront donc éligibles jusqu'au 14 février 2025. Oui. Sous réserve de bien les lier. Attention, la veille technologique, il faut toujours la lier au projet qu'on valorise dans le CIR. Au niveau du CIR, sur combien d'années peut remonter l'administration? L'administration peut remonter 3 ans en arrière. Sauf cas évidemment de soupçons de fraude ou d'activité plutôt occulte. Là, elle peut remonter encore plus loin, mais elle peut remonter 3 ans en arrière. Non, pour aller plus rapidement, je dirais que le contribuable peut revenir 2 ans en arrière, l'administration peut revenir 3 ans en arrière. Que recommandez-vous à une jeune entreprise ayant peu de ressources pour gérer des dispositifs fiscaux complexes? Déjà, tracer. Tracez tout ce que vous faites parce que ce sera beaucoup plus facile justement pour piloter la recherche de financement, qu'ils soient fiscaux ou non. Ça, c'est une évidence. Ensuite, effectivement, si vous avez, alors, malgré la suppression du dispositif, sur la partie crédit d'impôt recherche, avoir un docteur qui est rompu à l'exercice de l'analyse de l'état de l'art, ça va vous aider aussi. Sur la partie veille concurrentielle, plutôt pour aller chercher du C2I ou d'autres types de dispositifs, là, c'est avec le directeur administratif et financier ou le marketing que vous pouvez avoir une vision plus complexe. Évidemment, c'est des frais qui sont en su, mais il est certain que si vous n'avez pas de vision du marché sur lequel vous agissez, ça risque de toute façon d'être très difficile au-delà des dispositifs fiscaux. Et bien évidemment, il y a des sociétés comme la nôtre qui peuvent accompagner évidemment au moins aider à y voir plus clair sur le type de financement que vous pouvez aller chercher et évidemment vous aider à la déclaration et la justification. Mais en premier lieu, tracez, suivez en interne et essayez, mais je sais que c'est pas facile, d'avoir toujours un œil un peu sur l'avancée du projet et à destination de quel marché vous adressez votre projet. Immatriculer une société aujourd'hui dans l'optique de développer un produit informatique innovant reste-t-il encore une bonne idée? Alors, la question est compliquée parce que si on est dans le cadre d'un groupe qui crée une nouvelle structure, j'imagine que ça peut être potentiellement pour aller mettre en place un statut jeune entreprise innovante. Il va y avoir des considérations d'ordre juridique sur le caractère ex nihilo de la création, par exemple. J'ai envie de dire, si le projet informatique a vraiment une vocation à apporter une réponse à un problème sur un marché clairement identifié, oui, ça vaudra toujours le coup. Parce que si ça peut vous aider à vous développer commercialement.
Si c'est, désolé pour le raccourci ou la caricature, créer un projet pour essayer d'avoir un avantage fiscal, donc ça a aucun intérêt. Créer le produit, il a un intérêt dès que vous voulez adresser une problématique sur un marché, que vous voulez générer du chiffre d'affaires avec, il aura un intérêt votre projet. Si c'est juste pour dire je fais du C2I, donc ça n'a pas d'intérêt. Finalement, sur le C2I strict, il n'y a pas de grand changement. C'est toujours 20%. Alors non, on était passé à 30%, mais on repasse à 20%. Et alors le Sans les problème frais de de ce repassage, fonctionnement. voilà, sans les frais de fonctionnement par contre. Parce que, souvenez-vous, quand il y a eu l'évolution du taux à 30%, il s'est accompagné de la suppression des frais de fonctionnement sur les dépenses de matériel et de personnel. Là, on repasse à 20%. Par contre, les frais de fonctionnement ne sont pas réintégrés dans le C2I. En revanche, il intègre toujours les dépenses de brevet, le C2I. Par contre, faites attention, vous ne pourrez pas faire la bascule facilement des brevets que vous déclariez dans le CIR pour subitement les déclarer dans le C2I. Et je pense que j'ai fait le tour des questions. Veille technologique de changer. Pour tous les projets y compris, oui. 20% des dépenses pour tous les projets, y compris ceux qui avaient été engagés. Oui, ça, on y avait répondu. Les dépenses, alors pour les C2I qui se prolongent, pour les C2I et le changement de taux, comme je disais, le C2I que vous déterminerez au titre de l'année civile 2024 sera avec un taux de 30%. Et le C2I que vous déterminerez au titre de l'année civile 2025 sera avec un taux de 20%. Ça, j'y avais répondu aussi. Et c'est bon, je crois que j'ai fait le tour des questions. Et après, on restera disponible à distance sur les réseaux s'il y avait d'autres questions en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie en tout cas à tous. Je vois qu'il n'y Merci a à plus de tous. questions. Et on se dit à très vite sur les réseaux ou en ligne. Et merci encore. Merci, bonne journée. Bonne journée!